bonjour. Quand ils occupent la France en 1940, les Allemands ne veulent pas seulement soumettre le pays qu'ils viennent de vaincre, ils veulent aussi le séduire. Et c'est ainsi que plusieurs officiers nazis, lettrés, cultivés, souvent francophiles, vont rallier à la cause d'une collaboration active avec le régime hitlérien un certain nombre d'écrivains français, souvent des écrivains célèbres et de bonne qualité. Et c'est ainsi qu'à Paris, il y a eu, pendant l'occupation, une intelligentsia pro-allemande. Alors pourquoi ces écrivains talentueux ont-ils choisi de faire le jeu du régime nazi? Quel a été leur rôle? Quelle a été leur influence? Et puis aussi, quel a été leur sort à la libération et après la guerre? Voilà le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Nous le ferons à partir d'une histoire particulière, qui est l'histoire d'un voyage qu'un certain nombre d'entre eux, Drieux-La Rochelle, Brasillac, Chardonne ou Jouhandeau, ont effectué en Allemagne pendant la guerre. Alors nous allons donc voir notre film, mais auparavant, nous allons nous tourner, comme chaque semaine, vers Jean-Michel Gaillard, qui est notre historien à nous, et qui va nous situer le sujet d'aujourd'hui. Jean-Michel Gaillard. Ils avaient surgi à la fin du XIXe siècle, au moment de l'affaire Dreyfus. Ils s'étaient engagés derrière Émile Zola et son célèbre J'accuse pour défendre les droits de l'homme. Ces écrivains, on attendait d'eux désormais de la clairvoyance et de la vigilance. De la clairvoyance pour dénoncer les atteintes aux libertés, de la vigilance pour prendre la plume contre celle-ci. Mais force est de reconnaître que tout au long du XXe siècle, ces maîtres à penser n'ont guère réédité les exploits qui avaient été les leurs au moment de l'affaire Dreyfus. Ceux qui se sont engagés dans l'entre-deux-guerres l'ont fait pour vanter les totalitarismes. Pour les uns, c'était l'Union soviétique qui était le paradis sur Terre. Et si l'on accepte André Gide, qui publie son Retour de l'URSS en novembre 1936, qui est une analyse critique et lucide de la patrie des socialistes, combien d'autres ont cédé aux sirènes du communisme, pendant que d'autres cédaient, eux, à la tentation fasciste. C'était à Rome et à Berlin qu'il fallait aller chercher les espoirs de l'homme nouveau. Bertrand de Jouvenel, Drieux-La Rochelle, Robert Brasillac, Louis-Ferdinand Céline, la liste serait longue de ceux qui ont été séduits par le fascisme et le nazisme et qui ont naturellement accueilli avec ferveur la révolution nationale de Vichy et la collaboration avec l'Allemagne voulue par Pétain. Bien sûr, avec l'occupation, la guerre, beaucoup d'écrivains sont entrés dans la résistance. Ils ont sauvé l'honneur de la République des lettres, ils sont devenus les écrivains de la nuit, notamment autour des éditions de Minuit qui publiaient alors de façon clandestine et sous pseudonyme aussi bien Mauriac que Guéhenno, Julien Binda que Jean Brulaire. Jean Brulaire, c'est-à-dire Vercors, l'auteur du Silence de la mer, le roman emblématique de la résistance littéraire. Mais il ne faudrait pas que cela fasse oublier le fait que certains ont fait en effet le voyage d'Allemagne à l'automne 41 et que d'autres ont écrit paisiblement leurs œuvres pendant que la France était occupée et sous la botte nazie. Beaucoup d'intellectuels sont donc passés encore à ce moment-là à côté de leur sujet. Et lorsque vient le temps de la libération, pour un Albert Camus qui ose défendre la démocratie le moins mauvais des régimes possibles, dit-il, combien d'autres, Sartre en tête, vont à nouveau être séduits par le communisme, sonnant ainsi le glas pour cet temps fourvoyé de la littérature engagée. Merci Jean-Michel. Donc on va se retrouver après le film avec nos deux invités. Alors donc ce seront deux historiens, Anne Simonin qui travaille au CNRS et qui est spécialiste de l'histoire culturelle, et puis Pascal Horry, spécialiste bien connu de l'occupation et qui lui enseigne à Paris 1 et à l'École normale supérieure. Mais d'abord notre film, Le voyage d'automne. 3 mois après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, les étudiants allemands brûlent par milliers les livres des auteurs indésirables afin que chacun comprenne le sort qui, dans l'Allemagne nouvelle, sera réservé aux ennemis du régime et aux valeurs de la culture. C'était le 10 mai 1933.
Automne 1941. Dans une France qui vit sous la botte depuis plus d'1 an, l'occupant allemand n'a pas allumé de bûcher. Bien entendu, les auteurs juifs, francs-maçons ou anti-allemands ont été interdits. Mais malgré les restrictions de papier, la vie littéraire a repris son cours. Les éditeurs publient, les revues paraissent, les prix sont décernés, l'Académie siège. Mieux, en ce mois d'octobre 1941, à l'initiative d'Otto Abetz, représentant du Reich à Paris, et du Dr Goebbels, ministre de la Propagande, plusieurs écrivains de renom sont invités à participer en Allemagne, à Weimar, à des rencontres littéraires. Y a-t-il une politique culturelle vis-à-vis des Français et de la France vaincue, occupée? La réponse est oui. Les Allemands, s'ils exercent, s'ils adoptent un contrôle relativement strict au niveau politique et militaire, en revanche, pratiquent une sorte de libéralisme surveillé, contrôlé. Il y a cette idée de la part des Allemands qui n'est pas fausse, c'est que pour conquérir l'opinion française, la culture c'est important. Parce qu'il n'y a aucun pays d'Europe à l'époque, hein, ça a peut-être changé aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y a aucun pays où la littérature a un tel prestige. Aucun. Le théâtre, n'est-ce pas, le roman, la poésie, c'est vraiment, généralement on dit que les années 30 sont les années de la décadence, du déclin, mais en ce qui concerne les arts et les lettres, c'est une période éblouissante. La littérature française a été très droitière avant la guerre, elle est devenue très gauchiste après la guerre. Il y a une tonalité générale comme ça des gens aux affaires en littérature. Donc la littérature des années 34-35, tout naturellement a donné des écrivains qui avaient une sympathie pour l'Allemagne et qui ont glissé un peu vers la compromission. Ce sont les écrivains qu'on peut qualifier d'esthètes qui ont été choisis pour aller à Weimar à cette rencontre des écrivains européens et non pas les écrivains par exemple les plus polémistes comme Rebatté ou Céline ou encore les écrivains notables de l'Académie française. D'ailleurs Abel Bonnard a été sollicité que dans un deuxième temps après que Monterland, Giono se soient désistés. Et ce n'est sans doute pas un hasard. Céline, bien que son antisémitisme et son racisme biologique étaient tout à fait conformes aux conceptions nazies, était beaucoup trop ordurier. C'était pas, disons, un antisémite de salon. Il déplaisait. On sait que Junger était très choqué par ses propos outranciers. Et donc, ça faisait tâche. Le 4 octobre 1941, 3 écrivains prennent place dans un train de nuit pour l'Allemagne. Jacques Chardonne, 57 ans, subtil romancier des destinées sentimentales qui dirige par ailleurs les éditions Stock. Marcel Jouandeau, 53 ans, grand styliste inspiré par le catholicisme et par son homosexualité. Ramon Fernandez, 47 ans. Contrairement au précédent, ce critique en vue est engagé en politique. Venu de la gauche, il a rallié le Parti populaire français de Jacques Doriot. Ils seront rejoints à Weimar par 4 de leurs confrères. Pierre Drieux-La Rochelle, 48 ans, figure de proue de la collaboration intellectuelle depuis que son ami Abetz lui a confié la direction de la prestigieuse Nouvelle Revue Française. Robert Brasillac, 32 ans, romancier de la douceur de vivre, il est aussi le très violent rédacteur en chef du journal Je suis partout. Abel Bonnard, 56 ans, siège à l'Académie française, mais également au Conseil national mis en place par le maréchal Pétain. Enfin, André Fregnault, 36 ans, romancier au talent prometteur et conseiller littéraire aux éditions Grasset. Pendant toute la durée de leur périple, les auteurs français vont avoir pour chaperon un officier de 31 ans, Gerhard Heller. Ce Prussien plein de charme est surnommé le lieutenant Bel-Homme.
Il avait fait trois ans d'études de littérature romaniste, comme disent les Allemands, je crois, à Toulouse. Et là, il avait pris un petit accent un peu du sud-ouest. Et il était possédé par une passion pour le paysage français, la littérature française qu'il connaissait très très bien, très très bien. Donc les Allemands l'avaient mis à la Propagandastafel dans un rôle qui lui convenait parfaitement. Il était tout à fait adapté. C'est quelqu'un qui essaie de tirer effectivement le meilleur de la situation sur tous les plans. C'est-à-dire effectivement, il a sans doute des ambitions intellectuelles et il se sent flatté d'être introduit dans ce milieu. Ça n'empêche pas que ce soit un fidèle agent du nazisme. Il avait un rôle officiel qui était d'attribuer le papier aux livres qu'il jugeait dignes d'être publiés. Il pouvait refuser les contingents de papier ou l'accorder, ce qui donnait un grand pouvoir sur les œuvres un peu à la frontière, comme ça. Et puis, très rapidement, il s'est trouvé dans une sorte de rôle de rabatteur. Comme il séduisait des gens, il sortait beaucoup, il voyait beaucoup de gens. Et on ne sait pas quelle conversation privée avait lieu entre ses supérieurs et lui. On devait lui dire balayez large, ratissez large et amenez-nous des gens. Et il a très bien fait ce travail d'amener des gens. Alors les gens qu'il amenait devenaient de ce fait même des collaborateurs, de sorte qu'il faisait du recrutement de collabos. Mais il ne faut jamais oublier que son point de vue d'officiellement, il faisait du bon travail de son point de vue. Le 5 octobre, à Bonn, tranquille cité des bords du Rhin, les Français rejoignent d'autres écrivains européens avec lesquels ils vont visiter l'Allemagne. Le circuit touristique fait la part belle aux visites culturelles. Chardon, Jouandeau et Fernandez accomplissent un pèlerinage chez Ludwig van Beethoven. Ainsi, les lettres françaises s'inclinent-elles devant le génie germanique sous le regard impassible de Beethoven. Encore un peu étonnés d'être là, les écrivains français sont accueillis avec faste sous les lambris de l'ancien palais des évêques. L'Allemagne qu'ils découvrent semble surgir d'un conte fantastique. Fidèle à sa légende, le Rhin déroule sa guirlande de villages fleuris, de clochers effilés. Au cours de fêtes des vendanges, les visiteurs sont abreuvés des meilleurs crus rhénans parmi les bourgs romantiques et les vignes perchées dans les nuages. Le romantisme allemand sait que l'homme n'est pas uniquement un être de raison. Il pressent les forces obscures et la totalité harmonieuse du monde. Il croit aux révélations de l'inconscient. Il aime les paroles magiques et les grands cultes collectifs. Un moment, il eut le goût de la nuit et la nostalgie de la mort. Mais le romantisme est aussi puissance de vie. Aujourd'hui, les visiteurs de l'Allemagne sont frappés par sa jeunesse, qui a quelque chose d'effrayant. La jeunesse, c'est l'âge romantique, l'âge obscur, capable de tout. L'Allemagne est le pays des bâtisseurs. Nulle part, les hommes de lettres français ne le sentent mieux que sous les voûtes des cathédrales de Cologne, Francfort ou Mayence. Hier, le peuple allemand lançait vers le ciel ses monuments énormes. Aujourd'hui, avec la même ferveur, il édifie une société entièrement nouvelle, constatent les visiteurs français, chaque jour plus impressionnés.
qu'est-ce qu'ils y gagnent? D'abord, il y a quelque chose de très, très banal, qui est la vanité humaine et la vanité des écrivains. La morale condamne la vanité, mais comme disait Rivarol, la politique a réhabilité la vanité. Et tous les grands hommes d'État ont su, par conséquent, jouer sur cette corde depuis Louis XIV jusqu'à Napoléon qui invente la Légion d'honneur, ce merveilleux attrape-mouche qui dure encore, n'est-ce pas? Donc, l'écrivain qui est invité par une grande puissance à faire un voyage aux frais de la princesse, même si la princesse en l'occurrence s'appelle Adolphe, ces écrivains sont flattés, n'est-ce pas? Ils sont flattés, ils sont heureux d'avoir été désignés parmi les bons écrivains français pour aller en Allemagne représenter la grande culture française. Et puis ils y gagnent autre chose. Bon, ils y gagnent, soyons très prosaïques. Rappelez-vous qu'en 1941, c'est l'occupation, les restrictions. Ils vont faire un merveilleux voyage, ils vont descendre dans les bons restaurants, dans les bons hôtels. C'est tout de même assez agréable que tout cela. C'est aussi une forme de promotion. On peut penser que ces écrivains qui étaient dans l'ombre d'André Gide, de Romain Roland, de Malraux, qui est plus jeune qu'eux, dans les années 30, n'auraient jamais été invités à un congrès international d'écrivains, sans cette, bien qu'ils soient quand même des écrivains assez reconnus, sans cette circonstance. Chardonne, tout de même, c'est pas rien, ni Jouhandeau, mais Jouhandeau, pour prendre le cas de Jouhandeau, il n'est pas lu, il fait des petits tirages de rien du tout. Donc être désigné comme un grand écrivain français qui va représenter la France et que l'on va traduire peut-être, sans doute, bon, voilà un certain nombre de motivations. Tout cela est assez banal, je dirais, se reproduit sans arrêt. On résiste difficilement à l'invitation du prince. Le 9 octobre, les voyageurs font étape à Heidelberg. Ils visitent son célèbre château, ravagé jadis par les armées de Louis XIV. Quelle merveille que le château de Heidelberg, auquel a travaillé l'incendie autant que l'architecture. Le jour, kaléidoscope éblouissant, il passe par toutes les couleurs vives, avant de s'éteindre, abandonné à lui-même. Quand je songe que c'est nous qui sommes responsables de ce dégât, je suis un peu confus, mais quelqu'un est là qui me rassure. Au contraire, me dit-il, Heidelberg sait un gré infini à messieurs de Turenne, de Tilly et de Lorge d'avoir fait de ce vilain manoir une ruine aussi tragiquement belle. De son côté, Ramon Fernandez confirmera au micro de Radio Paris. Partout, l'accueil fut parfait, et surtout, l'accueil fut, si je puis m'exprimer ainsi, constructif. On ne nous demandait pas seulement de visiter comme des promeneurs quelconques, n'est-ce pas, un pays, mais de participer par nos remarques, par nos critiques même, au travail d'ensemble qui se faisait là-bas. Les auteurs français sympathisent avec leurs confrères européens, et notamment avec Hans Baumann, jeune poète, auteur de l'un des chants nazis les plus célèbres. Il a 26 ans, n'en paraît que 18, et ses hymnes sont publiés à des milliers d'exemplaires. Celui qu'il m'a dédié, toi qui viens de l'Occident couronné de pain et de vin, m'invite à le considérer comme le psalmiste de notre caravane. Il y a en lui je ne sais quoi qui l'apparente à mes yeux au berger David. Die ganze Welt so
n'oublions pas que ce qui a précédé la guerre, c'est la période du Front populaire, et que cette période a été pour beaucoup un véritable traumatisme. C'était pas seulement la victoire de la gauche, hein, c'était les grèves massives comme on n'avait jamais vu en France, l'occupation des usines, et devant ce spectacle du désordre, pour eux, absolu, eh bien, certainement, selon la formule consacrée de Mounier, plutôt Hitler que Blum, c'est-à-dire plutôt l'ordre germanique, au fond, n'est-ce pas, que le désordre syndicaliste, communiste, socialiste, etc. Ils ont en commun l'anti-intellectualisme pour partie d'entre eux, ils ont un rejet très profond de la démocratie, ils ont en commun une vision inégalitaire du monde, une vision hiérarchique de la société, et puis une conception organiciste de la nation qui implique le rejet des éléments dits étrangers, c'est-à-dire juifs, métèques, etc. Mais quand on regarde de près ce qu'ils écrivent, tous ces gens-là, on voit bien qu'il y a un point commun. Le premier point commun, c'est l'antisémitisme, car ils sont tous antisémites, peu ou prou, évidemment. Mais Jouhandeau, qui a l'air le plus frêle, le plus désengagé, comment se fait-il que ce Jouhandeau ait pu écrire des articles rassemblés en un livre qui s'appelle « Le péril juif » en 1937 ? 450 000 juifs à peine résident chez nous. C'est-à-dire que les juifs représentent la 80e partie de la population française. Et ils sont partout. On ne voit qu'eux, on n'entend qu'eux. Ils accaparent tout. Politique, finance, commerce, industrie, art, littérature. Et il n'y aurait pas lieu de s'alarmer si le bruit qu'ils font était dû encore à l'éminence de leur mérite et à notre médiocrité. Mais non, ce n'est qu'à leur monstrueuse avidité et à notre modestie naturelle, à leur insolence et à notre politesse. Arrivés à Vienne le 17 octobre, les Français déambulent dans les rues de l'ex-capitale de la Mitteleuropa que tant d'intellectuels ont dû fuir, chassés par le nazisme. Clou de ce séjour, une fastueuse réception donnée en leur honneur au château impérial par l'ancien chef des jeunesses hitlériennes et nouveau gouverneur de Vienne. Baldur von Schirach recevait à dîner dans le château de Vienne des écrivains en veston qui venaient de divers pays d'Europe. Cette troupe d'étrangers, mêlée à quelques dignitaires de Vienne reconnaissables à leur vareuse jaunâtre, n'avait pas grande mine dans la salle royale. On entendit un chœur de Bach, chant murmuré par des voix d'enfants. Le silence de tous, la demi-obscurité qui effaçait l'assistance, et seulement le scintillement des bougies rouges, les feuillages d'automne, la plus belle musique, composaient une sorte de spectacle spirituel. 33 ans. Dureté froide et éclatante du regard, qui de loin fait paraître noir le bleu de la pupille. Douceur des contours du visage plein où se cache un masque impérieux. Durant le repas, il s'est toujours exprimé en français, et dans un français pur et nuancé. Il me questionna d'abord sur le voyage que je venais de faire, me demanda si mes livres étaient traduits en anglais, ajouta qu'il n'était pas besoin qu'on les eût traduits en allemand pour qu'on les connût à Vienne. Chaque fois qu'il s'adressait à moi, il prononçait mon nom avec respect. Et aussi longtemps que je parlais, fixait sur moi un regard débordant de sympathie. Y eut-il des moments plus rares que celui du concert, les yeux fermés, qui suivit, sous lustres éteints? Si mes yeux à peine s'entr'ouvraient, je rencontrais tout de suite dans l'atmosphère déchirée de cette somptueuse demeure, encadrée de colonnes de porphyre ou auréolée d'architraves d'or, la face ou le profil,
le regard ou les mains de Gerhardt. Et aussitôt, abaissant mes paupières, j'emportais dans ma nuit intérieure des images étincelantes, lambeaux d'une proie divine que je dévorais à loisir, lentement, dans mes abîmes. Les limites de mon être, mal définies un moment, se confondaient avec celles de Gerhardt. À la fin, le contour seul de nos deux visages m'était sensible, que les ondulations de la musique à l'infini rapprochaient, nous enfermant peu à peu dans le cerne cuivré d'une médaille de bronze, au revers de laquelle nos corps se montraient nus, en relief, dans des attitudes hiératiques. En tant que régime d'ordre, l'homosexualité est interdite, mais en tant que régime machiavélique, on utilise naturellement tout ce qui est déviant, tout ce qui est utilisable. Vous savez, c'est un peu comme la police qui utilise les proxénètes pour avoir des informations. Donc on utilise les homosexuels. Alors dans le cas français, c'est vrai que la représentation est assez forte, là, hein, puisqu'il y en a, je crois même qu'ils sont la majorité sur 7, ou en tout cas il y en a 3,5, disons, sur 7. Que de surcroît, il y ait des homosexuels, et que dans une délégation, sinon officielle, et qui se rendait à Weimar, vous ayez, je sais pas, je connais pas leur vie sexuelle, un ou deux homosexuels, très bien. Ça montrait où était arrivée donc la nation française, y compris son intelligentsia. Alors qu'il y ait 2-3 homosexuels qui se baladent à Weimar, bon, ça ne faisait ni chaud ni froid, bon, ça c'était pas une obsession. Ça a été des juifs, ça leur est gêné. Luxe, calme et volupté. Les Français s'abandonnent au confort du célèbre Grand Hôtel. Depuis l'Anschluss, 3 ans plus tôt, l'Autriche n'est plus qu'une province de l'Allemagne. Mais Vienne se veut toujours Vienne. Les voyageurs se grisent de sorties culturelles. Ainsi, le 19 octobre, visite ce matin au musée de Vienne en compagnie de Hans Baumann et en l'absence de Gerhard Heller qui se repose. L'art chrétien nous arrête et nous demeurons penchés longtemps sur les mêmes visages. Le marbre et le bois sont des alibis. Nous savons l'un et l'autre ce qui nous attire. Entre lui et moi, il y a l'humain et le divin. Il y a quelqu'un. Il y a maintenant cette carte postale qu'il m'offre, heureusement, à la sortie. Un portrait de Lorenzo Lotto qui ressemble à Gerhardt. Bon, il s'est trouvé que, manifestement, Jouhandeau est parti pour les beaux yeux de Gerhard Heller, puisqu'il le dit lui-même, il en fait l'aveu dans son voyage secret. Donc, ça a été une motivation chez lui supplémentaire, on peut dire. Pour les autres, bon, c'était peut-être une coïncidence. La question qu'on peut se poser à propos de Heller et de son savoir-faire, c'est était-il un petit peu dupe? Était-il très hypocrite, très habile? J'avoue que j'ai pas d'opinion. Et Gerhard Heller est un personnage qui s'est donné le beau rôle après coup dans ses mémoires, qu'il a écrite quand les derniers témoins, après que les derniers témoins aient disparu et donc ne pouvaient le côté allemand notamment et ne pouvaient le contredire. Et il se donne un rôle de protection des milieux littéraires français qui est tout à fait contestable. Aucune de ses allégations ne sont vérifiables. Il a un passé très engagé dans le nazisme. Et il est un des seuls représentants du gouvernement allemand à n'avoir jamais été rappelé à Berlin et à même avoir bénéficié d'une promotion pendant son séjour en France, c'est-à-dire il passe de la Propagandastafel à l'Institut allemand. Mais je ne crois pas qu'il leur ait doré la pilule. On n'imagine pas, moi je n'imagine pas Heller essayant de convaincre des gens. Au contraire, je crois qu'au fond de lui, il était un peu horrifié. Il était un peu horrifié
de voir tel ou tel se jeter dans le piège avec si peu de méfiance. Dès leur arrivée à Berlin, les hôtes français ont le privilège de visiter la chancellerie. Accueillis par deux colosses symbolisant le parti et l'armée, ils arpentent une interminable enfilade de salles aux proportions écrasantes jusqu'au sein des saints, le bureau du Führer absent de Berlin. Mais Joseph Goebbels, lui, est bien là. Le lendemain, 22 octobre, alors qu'en France, 50 otages sont fusillés dans la petite ville de Châteaubriand, le maître de la propagande du Reich les reçoit dans son ministère. La rencontre laissera un souvenir inoubliable à Ramon Fernandez, interrogé sur Radio Paris. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces rapports culturels et intellectuels pour l'avenir des relations franco-allemandes? Eh bien, je dirais seulement ce que m'a dit le docteur Goebbels au cours de l'entretien, c'est que, il me semble, et il lui semblait aussi, que la volonté européenne constructive de l'Allemagne est vraie et certaine. Je ne sais pas ce que l'Allemagne réserve, mais ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas une présentation. C'est une réalité, une volonté réelle. À chaque pays d'Europe de participer à cet effort constructif dans les mesures de son génie et dans les mesures de ses possibilités. Goebbels, qui pouvait être très carré, hein, qui était plutôt un monsieur qui fonctionne de manière manichéenne, oui, blanc et noir, là, c'est bien les prendre, oui. Là, on va être ensemble, on va faire une communauté, mais bien entendu, vous allez conserver, vous pourrez continuer, un tir spécifique, on a besoin de vous, etc., etc. C'est très bien, ça. Enfin, je veux dire que ça fonctionne bien. Ils ne sont absolument pas gênés, au contraire, ils sont même flattés d'être reçus par Goebbels. Goebbels, qui est le chef de la propagande nazie, qui est un des personnages vraiment les plus démoniaques, si on peut dire, du régime, bah, ça ne les gêne pas beaucoup d'être reçus par lui. La Seconde Guerre mondiale, c'est une banalité de le répéter, est une guerre tout autant de civils que de militaires. Il faut gagner l'opinion. C'est la spécificité de la Seconde Guerre mondiale. On entre dans un nouveau type de guerre. C'est la guerre totale, avec un enjeu, gagner l'opinion. D'ailleurs, où se réunissent-ils? À Weimar, c'est-à-dire la patrie de Goethe. Alors Goethe qui est instrumentalisé, qui est utilisé par l'Allemagne hitlérienne. Et on fait de Goethe un peu ce qu'on veut. Mais il n'empêche que Goethe représente cet esprit européen. Cet esprit européen, comme on d'ailleurs, les nazis eux-mêmes n'aimaient pas tellement Goethe. Unter dem Jubel der Bevölkerung traf der Führer in Weimar, der Gauhauptstadt Thüringens, ein. Die Fahrt ging über den Adolf-Hitler-Platz, auf dem die neuen Bauten im Entstehen sind, zum Haus Elefant. Der Führer besichtigte den stolzen Neubau dieses alten, für die Geschichte der Partei bedeutsamen Hauses, das nun wieder dem Führer und seinen Gästen als Wohnung dient. Hitler aime tellement Weimar qu'il a fait rebâtir de fond en comble le vénérable hôtel Éléphant pour lui servir de pied-à-terre. Goebbels, lui, a choisi ce haut lieu de l'humanisme pour y organiser ses manifestations. À son invitation, le Belge Félix Timmermans, le Danois Sven Fleuron, le Finnois Arvi Kivimaa, parmi 31 hommes de lettres venus de 14 pays, y convergent en cette année 1941 pour tenir congrès sur le thème de la littérature dans l'Europe à venir. In Weimar fand kürzlich aus Anlass der Deutschen Kriegsbuchwoche ein Treffen der deutschen Dichter statt, von denen heute über 100 an der Front stehen. Durch die Teilnahme bekanntester Autoren aus 14 Ländern Europas erhielt diese Zusammenkunft eine besondere Bedeutung.
session, les écrivains visitent pieusement la maison de Goethe. Pour Ramon Fernandez, le message du grand écrivain reste des plus actuels. Goethe demeure le premier grand champion de l'unité européenne, et d'une unité fondée non pas sur des combinaisons électorales ni sur des calculs hypocrites, mais sur l'alliance enfin contractée de la force et du savoir, de la sagesse et de la puissance, sur la conscience de l'unité essentielle du continent. Goethe, enrôlé malgré lui, devenant la caution d'un régime totalitaire. Goethe, aux yeux de qui? Seul compte l'alternative entre civilisation et barbarie. L'occupant n'est pas simplement un monsieur qui matraque, un monsieur qui occupe, mais c'est un monsieur aussi qui s'occupe de culture. C'est un monsieur qui organise donc ce voyage à Weimar, au lieu de culture européen. Et on montre, pas uniquement qu'aux Français, mais aux pays neutres, mais également aux pays occupés, que l'Allemagne est capable, dans la guerre, veut, dans la guerre, promouvoir une nouvelle Europe, un nouvel homme européen, et ce nouvel homme européen passe par un homme de culture. Le second soir, à l'hôtel de l'Éléphant, tous les délégués des différents pays étaient réunis pour dîner. On avait demandé à Jacques Chardon de dire quelques mots. Chacun peut deviner les difficultés de la tâche. Avec un tact et une discrétion admirables, Jacques Chardon, simplement, gravement, parla de notre pays, de la sympathie que lui avaient vouée les grands esprits d'autrefois, évoqua les luttes qui nous ont opposés au cours des siècles à l'Allemagne, souhaita leur fin. Il ne parla que quelques minutes dans le silence complet. Lorsqu'il eut terminé, John Knittel, l'écrivain suisse, se dressa et prononça un seul mot. Frankreich. Alors toute la salle se leva, tendit son verre, applaudit. Chacun serra la main des Français qui se trouvaient près de lui. Le traducteur habituel éleva alors la voix et dit simplement ceci. « Je pense que ce n'est pas la peine de traduire. Tout le monde a compris. » Et avant qu'un autre orateur reprît la parole, il s'établit un long silence ému que personne ne semblait oser rompre. L'un des lieux de Weimar qui enchante le plus les Français est son cimetière. Est-ce un cimetière d'ailleurs? Une sorte de parc romantique plutôt. Surtout dans la partie où sont les vieilles tombes, dalles rompues, stèles penchées, croisent en désordre dans les buissons, sous les feuilles mortes et des aiguilles de pin. Une paix merveilleuse monte de cette terre dans les couleurs sombres et dorées de l'automne. C'est là que nous voyons s'avancer, dans ces uniformes rouillés et rouges, pareils aux couleurs qui les entourent, M. Goebbels et ceux qui l'accompagnent. Ils vont déposer leur couronne sur les cercueils jumeaux des poètes au fond de la crypte princière, mariant ainsi l'Allemagne d'hier à celle d'aujourd'hui. L'écrivain résistant Jacques Decour écrira dans une publication clandestine, l'Université libre, cette lettre ouverte aux écrivains présents à Weimar. Monsieur, vous revenez d'Allemagne. Tandis qu'à Paris, la Gestapo emprisonnait 5 membres de l'Institut de France, vous alliez, invité par l'Institut allemand, prendre à Weimar et à Berlin les consignes de M. Goebbels. Serait-ce votre conception du patriotisme? Goebbels à Weimar, c'est Méphisto pérorant dans le rôle de Faust. Hélas, le pied fourchu paraît, et la farce est déjouée. Mais il reste que dans cette tentative d'escroquerie, vous aurez servi d'homme de paille. Cette attitude, c'est vous qui l'avez choisie.
Vous avez choisi de n'être plus écrivain, de n'être plus français. Mais la littérature continue, sans vous, contre vous. Vous avez choisi l'abdication, la trahison, le suicide. Quelques semaines plus tard, Jacques Decour sera fusillé par l'occupant nazi. Il avait 32 ans. Qu'est-ce que trahir? Vous trahissez votre pays, mais votre pays, c'est qui pour le moment? C'est Pétain. Qu'est-ce qu'il a dit, Pétain? Qu'il entrait dans la voie de la collaboration, enfin je l'ai dit tout à l'heure. Bon. Et ils avaient le sentiment qu'ils accompagnaient le maréchal, qui était un peu mollasson. Ce sont des gens de droite, c'est évident, mais dans les années 20, ils ont appartenu au milieu qui ont prôné la réconciliation franco-allemande. Et d'ailleurs, à ce titre, ils peuvent prétendre s'inscrire dans la continuité de leur position intérieure. Simplement, ils pensent que par rapport à Vichy, ils sont quand même un peu des réactionnaires, un petit peu vieux jeu, qui n'osent pas faire ceci et cela. Bon, il y a un pari à faire. Et le pari, c'est justement une autre Europe. Une Europe jeune, une Europe musclée, une Europe qui changerait tout, et dans laquelle, encore une fois, la France aurait sa place, et les intellectuels français, évidemment. Europa baut sich neu auf. Noch ehe die Waffen das letzte entscheidende Wort gesprochen haben, fanden sich die Dichter Europas zu fruchtbarem Gedankenaustausch zusammen, der damit zu einer Kundgebung des gemeinsamen europäischen Geistes wurde. Imaginez une salle toute remuante de drapeaux, avec au fond une tribune élevée qui donne à l'ensemble un air d'église. Les drapeaux sont tenus par la jeunesse hitlérienne, par les délégués en uniforme. Debout, derrière un pupitre, le docteur Goebbels prend la parole. In der einen Hand das Buch und in der anderen Hand das Schwert, so ist unser Volk zur nationalen Wandlung geschritten. Sie hat sich wunderbar vor unseren Augen vollzogen. Buch und Schwert sind und bleiben damit die Symbole dieser Zeit und die starken Zeichen eines neuen Jahrhunderts. C'est un homme mince, auquel ses yeux clairs, ses cheveux sombres et son teint mat donnent je ne sais quoi de maritime. Il retient ses gestes, ses paroles, les dirige et les pose délicatement devant vous, comme on pose sur des touches des doigts délicats et précis. Ce que les écrivains ne verront jamais, c'est, au sein d'une épaisse forêt, à 8 km seulement de Weimar, le camp de concentration de Buchenwald. Sur ces entrefaites, Chardonne, Jouandeau et Fernandez rentrent en France. Les 4 autres voyageurs vont, eux, saluer le sculpteur Arno Breker dans son atelier. Le sculpteur officiel du Reich, Arno Breker, met la dernière main dans son atelier aux œuvres qui doivent bientôt être envoyées à Paris, où, on le sait, il travailla durant plusieurs années. À Paris, Breker sera accueilli en ces termes par Abel Bonnard. Cher monsieur Arno Breker, vous êtes le sculpteur des héros. Le drame où nous sommes réclame partout des héros. Mais qu'est-ce qui constitue l'héroïsme? Le don absolu de soi-même n'y suffit pas. Le héros est l'homme révélé non seulement dans sa supériorité, mais dans sa plénitude. Celui qui intervient de toute sa force dans un drame que sa pensée a compris. Celui par qui les nations parlent au destin. L'homme qui a autant de lumière que de chaleur. L'homme de générosité et d'intelligence. Celui qui a les pieds dans la réalité et la tête dans la poésie. Un héros ne pouvait pas jaillir d'une société morcelée. Il doit résulter d'une société cohérente. C'est le supérieur d'un peuple de frères. L'essentiel pour nous, Français et Allemands, c'est de concevoir que ces rapports de culture sont les premiers qui doivent être rétablis entre nous
parce qu'il surmonte tous les obstacles qui peuvent encore arrêter les autres. Arnaud Breker est quand même un intime de Hitler, qu'il est un personnage, le grand sculpteur du Troisième Reich, un personnage officiel. Je ne crois pas qu'ils aient beaucoup apprécié le côté herculéen, monstrueux, n'est-ce pas, hyper musclé de cette sculpture. Je ne le crois pas, mais ils ont été pris, comme dans les différentes étapes, par ce processus qui faisait d'eux des gens qui étaient invités et qui disaient Amen et qui forçaient un peu leur admiration. Comme je faisais part à un ami personnel d'Adolf Hitler, Arnaud Breker, de ces potins qui circulent chez tous les pipelets des deux hémisphères sur le caractère occulte, magique, voyant du grand homme, il me répondit avec une douce ironie: croyez-vous qu'un sorcier puisse mener lui-même, comme il le fait, par ses directives personnelles inscrites dans tous les domaines et dans tous les plans, l'entreprise la plus savante, la plus scientifique du monde? Je n'ai jamais vu un homme aussi prudent et aussi raisonnable, aussi rationnel, vous diriez presque aussi rationaliste que Adolf Hitler. Avant de regagner la France, un dernier grand moment. Une représentation du Faust de Goethe à Berlin, avec dans le rôle de Méphisto, le célèbre acteur Gustav Gründgens. Rendant compte du spectacle dans l'hebdomadaire Comédia, André Fregnault frissonnera d'extase. Puis surgit on ne sait d'où, poussé comme une fleur magnifique au pied du lutrin de Faust, Méphisto, assis en Bouddha, nous apparut. La foule était grave, elle était religieuse, elle était transfigurée. Et les multiples permissionnaires en uniforme, debout, applaudissaient à tout rompre ce qu'ils venaient de défendre à l'Est, qu'ils repartiraient demain défendre encore, et qu'ils étaient venus honorer en passant. Le 3 novembre 1941, ils sont de retour à Paris. Mais le voyage n'est pas tout à fait fini pour Jacques Chardon, qui a une mission à accomplir. Téléguidé par Gérard Teller, le romancier va se rendre à Vichy pour y être reçu par le maréchal Pétain en personne. L'entretien se déroule le 8 décembre. Plein de ses impressions d'Allemagne, l'auteur du Bonheur de Barbezieux plaide auprès du maréchal pour que la France s'engage plus nettement dans la guerre aux côtés du Reich. Et ce, le jour même où, à la suite de l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis basculent dans le conflit mondial et alors que les panzers allemands sont stoppés devant Moscou. Dans ses souvenirs, le chef de cabinet du maréchal Pétain, Dumoulin de la Barthette, dira son sentiment d'écœurement. Nous renvoyâmes Chardon à ses chères études. Il nous donnait le sentiment d'avoir conclu un pacte lucide avec le diable. Il s'expliquait trop, se justifiait mal. Ce régime nazi, dont il a fait un tableau idyllique, Chardon va être confronté, bien malgré lui, à sa sinistre réalité. Quelques mois plus tard, son propre fils, Gérard Boutelot, est arrêté pour fait de résistance. Chardon demandera son aide à Gérard Teller. Oui, il faut imaginer la situation de Heller. Il dit à ses supérieurs, ça il m'a raconté, je suis chargé de vous apporter, de vous amener des écrivains qui deviennent des sympathisants. C'est difficile. Il y en a un avec qui j'ai plutôt bien réussi, c'est Chardon. Chardon a un fils qui est résistant, qui ne pense pas comme son père, il se fait arrêter, il est dans un camp à côté de Berlin, à Oranienburg. Si vous ne me le rendez pas, de quoi ai-je l'air? Je ne peux pas continuer de racoler, de mobiliser des gens pour vous si vous n'avez pas un geste envers celui-là. Et on lui lâche comme un os, comme ça, Gérard Boutelot.
Et il va le chercher à Oranienburg, et alors il faut imaginer, c'est un petit lieutenant de la Wehrmacht, pas forcément très sympathique, pas très guerrier, malade. Il est là à Paris dans un bureau, il voit de tous ces Français élégants. Il n'est pas sympathique aux gens qui dirigent le camp. On le fait attendre des heures, et à la fin on lui donne Gérard Bouthelot, qui m'a-t-il dit pesait à peu près 38 kilos quand il est sorti du camp. Et LR l'a ramené en le soutenant dans le train comme ça. Et alors voilà, il y a ce personnage-là, je préfère penser à celui-là qu'à celui qui subissait les scènes de séduction de Marcel Jouandeau. Le voyage à Weimar, en tout cas, a donné toute satisfaction à ses commanditaires. Il va être suivi de 3 autres déplacements promotionnels en Allemagne. Sur les traces des écrivains, les peintres, musiciens et acteurs s'extasieront eux aussi à leur retour sur les réalisations du régime national-socialiste. Je ne crois pas que le fait d'honorer un régime sans esprit critique soit rarissime. Il y a bien d'autres exemples. J'évoquais le cas de l'Union soviétique. Dans les années 30, Dieu sait s'il y a eu beaucoup de voyageurs et qui ont célébré ce régime. Mais même après, lorsque Jean-Paul Sartre, en 1954, rentre d'Union soviétique et déclare à France Soir qu'il a vu le pays le plus libre du monde, il dira après qu'il n'en croyait pas un mot du reste. Mais il l'a fait, et il l'a fait, je ne crois pas que ce soit seulement par politesse. Il l'a fait parce qu'il défendait un régime, malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs, il voulait par conséquent faire acte de propagande. Et de la même façon, ces écrivains, avec des degrés divers, puisqu'encore une fois, il y a les très convaincus, puis il y a ceux qui sont plus modérés, mais tous communient dans cette célébration de l'Allemagne hitlérienne, de l'ordre nouveau. Mais il faut dire, ce voyage, si on y repense, si on y je trouve qu'il y a un effort à faire pour les gens de ma génération. Nous avons eu la chance d'être un peu trop jeunes. Je m'imagine ayant 15 ans de plus, 12-15 ans de plus, avec les goûts littéraires que j'avais, où aurais-je été à ces années-là? Quelles auraient été mes grandes amitiés? Est-ce que j'aurais eu le courage de faire ceci ou la lâcheté de faire cela? C'est une question qui me poursuit beaucoup. C'est pour ça, ce voyage, je me dis, mon Dieu, si j'y avais été. Qui oserait aujourd'hui prétendre au conditionnel passé qui n'aurait pas été dans ce voyage? Ramon Fernandez n'a pas eu à rendre de compte. Il est mort de maladie quelques jours avant la libération de Paris. Robert Brasillac a été fusillé au mois de février 1945 pour intelligence avec l'ennemi. Lors de son procès, son voyage à Weimar a été retenu à charge contre lui. Un mois plus tard, Pierre Drieux-La Rochelle, allant au bout de sa logique, réussissait sa 3e tentative de suicide. Abel Bonnard n'a pas eu cette force d'âme. Ministre de l'enseignement à Vichy depuis 1942, il a fui à Sigmaringen et passé le reste de sa vie en Espagne jusqu'à sa mort en 1968. Plus heureux, Jacques Chardon en a été quitte pour quelques semaines de prison à la Libération. Après une période de purgatoire, il a retrouvé un statut à la mesure de son talent. Il est mort en mai 1968. Marcel Jouandeau est passé à travers les gouttes, devenant, des années 1950 jusqu'à sa mort à l'âge de 91 ans, une figure de la scène littéraire. André Fregnault s'est éteint en 1991. Il a toujours gardé rancune à Gerhard Heller d'avoir brisé sa carrière en l'entraînant à Weimar. En 1949, Marcel Jouandeau adresse à Gerhard Heller, devenu éditeur en Allemagne, un exemplaire de son dernier ouvrage avec cette dédicace. Pour Gérard, le voyage secret n'a pas de secret. L'ex-censeur des lettres françaises est aux anges de se voir ainsi immortalisé en personnage de roman. Il répond avec effusion à Marcel. Je me revois,
Je revis des semaines remplies de mystères, pleines de joie. Ça alors, sorcier, qu'est-ce que tu as fait? Quel pouvoir ont tes paroles? Et tout est vrai. Nous avons maintenant un bréviaire à nous. Donc pour notre film sur ce voyage d'automne, nous sommes avec deux historiens pour notre débat. Nous sommes avec Annie Simonin, donc, qui est chargée de recherche au CNRS, et puis Pascal Horry, historien également, qui est professeur à la Sorbonne et à l'École des Hautes Études. Alors j'ai une question, j'imagine qu'il doit brûler un peu les lèvres des gens qui ont vu le film. Tous ces écrivains, ils ne savaient pas ce que c'était vraiment que la réalité du régime nazi, ou bien ils savaient très bien? Ils savaient très bien, en particulier les plus engagés en termes classiques, ceux qui avaient éventuellement d'ailleurs déjà milité avant-guerre, comme Drieux-La Rochelle, qui avait été membre de partis politiques. Et dans le cas de Drieux, qui avait fait déjà un voyage en Allemagne. Il savait que ça aboutissait à... Non, mais la réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Il savait que c'était un régime totalitaire. Oui. Attention, il ne savait pas que ça aboutissait éventuellement à des chambres à gaz, ça c'est pas le problème. Mais il savait... C'est un problème, mais c'est... Non, oui. Il savait que c'était un régime totalitaire. Oui. Bon, c'était un choix. Oui, il savait qu'on tuait un nombre de civils absolument incroyable sans même être au fait. Oh, il devait bien penser que ce n'était pas un régime de petits saints, quoi. Oui. Bon, puis voilà. il y avait quand même Anne Simonin. toutes les manifestations antisémites du régime nazi étaient connues. Donc là, ça, il les approuvait. Ah oui, tout à fait. Ah oui, parce que d'ailleurs, ce qui est bien dit, je trouve, dans le film, c'est que quand même le point commun de ces gens qui partent, c'est d'abord d'être des antisémites. Oui. Et ils le sont, et ils le sont, et ils le resteront. Donc ça, c'est quand même une des vraies choses qui les unit, avec peut-être une chose qui est moins marquée, qui est l'anticommunisme, et qui est une dimension essentielle dans l'engagement pro-collaborateur, notamment pour quelqu'un comme Drieux-La Rochelle, qui se dit qu'il n'y a pas d'autre solution en France que d'être lié à l'Allemagne et donc contre la Russie bolchevique. C'est les Russes ou les Allemands, quoi. Oui, mais en même temps une fascination, puisque Drieux-La Rochelle mourra dans la peau à quelques heures près d'un admirateur de Staline. C'est-à-dire d'une certaine façon, ça, hein, le petit père du peuple ou le Führer, après tout, ça se vaut peut-être quelque part. Alors d'où est-ce que vient leur engagement? Quelle est la genèse de cette affaire? Qu'est-ce qui a fait que ces gens qui sont des écrivains talentueux, nuancés, sensibles, adhèrent à un régime aussi brutal? On ne peut pas les traiter en bloc, justement. La subtilité de LA, etc., c'est qu'il a quand même repéré des catégories. Il y a ceux qui, comme Jouandeau, sont d'une culture de droite, en fait, effectivement de plus en plus antisémites, et qui peu à peu, mais qui n'ont pas la tête politique, sauf que ne pas avoir la tête politique, c'est pas une excuse, hein, je précise dans ma bouche, mais bon, qui se laissent porter et qui sont presque étonnés d'être là. Bon. Il faut préciser qu'après cette affaire, Jouandeau a aggravé son cas, ou plutôt Élise Jouandeau, sa compagne, a dénoncé Paulan, aux Allemands. Oui, on va parler de Paulan tout à l'heure. Et puis il y en a d'autres qui ont la tête politique. Drieux-La Rochelle, même son problème, c'est qu'il a la tête trop politique. Il n'arrête pas de reconstruire le monde. Et ceux-là, Ramon Fernandez aussi, après tout, ont clairement fait des choix avant-guerre. Alors quels étaient ces choix? Comment ça s'est passé avant-guerre? C'est vrai que le fascisme les définit assez bien. Drieux-La Rochelle, Ramon Fernandez, c'est clairement le fascisme, y compris par provocation. Brasillac, c'est un pas de plus vers le fascisme. Moi, je le qualifierais de fasciste. Évidemment en 1941, mais même en 1939. Mais c'est vrai qu'il vient de l'Action française. C'est un peu différent. Drieux, il vient de lui-même, quoi. Il vient de la guerre de 14-18, il a sinué. Ramon Fernandez, il vient, comme on l'a dit dans le film, de la gauche. Tandis que Brasillac, il a toujours été à l'extrême droite. Et leur problème, c'est qu'ils ont une culture anti-allemande. Ils sont germanophobes. Donc comment franchir le dernier pas? Parce que ça vous reste en travers de la gorge quand même. C'est l'Allemagne. Eh bien, il est prêt à le franchir, comme Rebattet. C'est-à-dire que maintenant, le modèle, c'est Hitler. Et puis, il y a une redoutable intelligence des autorités occupantes par rapport, une redoutable stratégie par rapport aux intellectuels mais là, on était français. un peu avant la guerre, mais si vous voulez, on peut parler de ce qu'on... Ah oui, mais parce que ça commence Mais très les Allemands vite. avaient déjà des liens avec tous ces gens-là. D'abord, oui, par Otto Abetz, et puis parce qu'il y a un courant pacifiste, Otto Abetz, rappelez qui c'est. ambassadeur d'Allemagne en France, qui est un francophile. Dès avant la guerre. Dès avant la guerre, qui est un francophile, qui va monter, qui va participer au cahier franco-allemand. Et il y a aussi une imprégnation, et c'est aussi ce qui nous interroge toujours aujourd'hui, européenne extrêmement forte. Drieux est tout le temps quelqu'un qui dira « je ne suis pas un Français, je suis un Européen ». Pourquoi vous dites que ça nous interroge toujours? Parce que l'Europe d'aujourd'hui... non. Mais de toute façon, si vous regardez, vous faites un test, si vous regardez un texte publié entre 40 et 44, où il y a le mot Europe tous les 5 lignes, vous savez que c'est un texte collabo. Je veux dire, ça peut quand même nous interroger, nous, aujourd'hui, où ce n'est pas tout à fait dans le même si on est européen. Voilà, l'Europe nouvelle, ça sert à toutes les sources à cette époque-là. Hein.
Bon, on vous a interrompu. Et puis, bon, je crois qu'il y a un rapport à la défaite aussi qui est très étonnant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si l'histoire avait vérifié leurs prophéties sur la décadence de la Troisième République, sur l'antiparlementarisme. Donc il y a quand même une défaite militaire qui est extrêmement lourde en juin 40. Et donc là, tout d'un coup, ben voilà, ils ont quelque part raison. Et ils vont être considérés par l'Allemagne nazie, en tout cas en France, et c'est pour ça que j'aime pas trop l'image des bûchers, du bûcher, parce que c'est pas du tout. Oui, mais alors si les Allemands avaient fait ça, ça nous aurait peut-être évité un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une tactique beaucoup plus subtile, notamment en ce qui concerne les livres. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de brûler les livres quand ils font signer le 28 septembre 1940 entérinée par le syndicat des éditeurs, une convention qui va demander aux éditeurs français d'appliquer l'autocensure. Oui. Mais c'est beaucoup plus intelligent. Donc tous les éditeurs ont accepté ça? En tout cas, ça a été signé. Tous. Non, attendez, tous, moins un, l'édition de minuit. Oui, mais l'édition de minuit est secret. En 42. Et puis on peut ajouter Émile Paul, bon, c'est tout. Non, mais globalement... Non, mais en 40, là vous êtes en 40. La collaboration, c'est ça. Non, mais la collaboration, tout le monde accepte ça, parce que c'est le syndicat des éditeurs qui va signer cette convention d'autocensure. Mais le syndicat a des leaders, j'imagine. Oui, René Philippon, enfin c'est la personne qui signe, mais si vous voulez, ça a été... Grasset est très important. Bernard Grasset, lui, il était engagé. C'est un idéologue de l'édition, non, pas de la collaboration de l'édition, et qui n'a pas d'état d'âme en 1940. Mais tout ça, ce qu'on vient de dire, c'est Vichy. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Vichy est un régime légal. C'est dit dans le film. Après tout, ils peuvent toujours dire, nous sommes là, dans la continuité du maréchal qui a dit « j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration ». C'est ça. Là, on parle des éditeurs. Mais oui, non, mais ils peuvent le dire, les éditeurs. Qu'après tout, se compromettre entre guillemets avec les Allemands, ce n'est jamais que poursuivre la politique du gouvernement français. C'est pas du tout la même situation en Belgique, par exemple. En Belgique, et même dans tous les autres pays, sauf le Danemark, le gouvernement est en exil quelque part. En France, le gouvernement encore légal, les effets de l'armistice. Bah oui. Oui, il y a les effets de l'armistice, mais enfin quand même l'édition fait de la collaboration avant la collaboration, puisque la politique de collaboration c'est montoire, alors que encore une fois, dès le 28 septembre 40, ils acceptent ces soi-disant rapports de confiance, et il est beaucoup question dans le film d'une commission de censure, après de la commission donc d'attribution du papier, parce que les Allemands vont se rendre compte que cette histoire d'autocensure pose des problèmes, parce qu'il y aura notamment la publication de Vol de nuit de Saint-Exupéry, et où ils vont quand même froncer les sourcils. Vol de nuit en 41, c'est l'histoire d'une opération militaire contre les Allemands. Oui, et donc bon, ils vont essayer... Syntex c'était pilote. Ben absolument. Faut le dire parce qu'on ne sait pas. D'accord. Et puis donc ils vont là, bon, on va se rendre compte que ce système pose des problèmes, et donc les Allemands vont déplacer la question de la censure au printemps 42 avec en contrôlant les attributions de papier. Le papier c'est le nerf de la guerre pour l'édition, mais en chaque fois ça restera quand même des choses extrêmement soft. Il n'y aura jamais de bûcher qui permet... Alors pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appliqué une politique beaucoup plus brutale? Les Allemands. Dans le film, on dit, en gros, Gerhard Teller. On dit qu'il y a deux, trois officiers comme ça qui sont francophiles, mais c'est quand même une politique choisie par le Reich lui-même. Oui, mais c'est presque une preuve de condescendance à l'égard de la France. La France va être confinée dans un rôle un peu décoratif, où effectivement la culture française peut être un peu ripollinée. La puissance économique française sera anéantie, la puissance militaire anéantie. Et puis il ne faut jamais oublier une chose, c'est que jamais nous ne sommes en état de paix, cet état d'armistice. La priorité d'Hitler, de Goebbels, etc., c'est d'écraser les Anglais puis les Anglo-Américains. On verra après quel aurait été le destin de la France après. Je vous signale qu'on est en train, à cette époque-là, de coloniser sur le plan agricole les Ardennes. Quand un paysan des Ardennes est parti au moment de l'exode, eh bien, il lui est interdit de venir et on met des paysans allemands à sa place. Ça nous donne une idée de ce qu'aurait été le traitement de la France. Et il y a un autre point, c'est que les maisons d'édition sont à Paris, en zone nord, et il n'est de Bombec que de Paris. Donc évidemment, un éditeur normalement constitué, il s'étiole à Clermont-Ferrand, qu'est-ce que vous voulez, à Vichy, donc il a envie de remonter à Paris. Et à Paris, il est sous le contrôle des Allemands. C'est en zone nord. Alors qui sont ces officiers comme LR et comme quels sont les autres, Abetz, Epting, Otto Abetz. Ce sont des gens qui avaient une admiration pour la culture française. Oui, puis, enfin, il y a une phrase qui est probablement apocryphe qu'on prête à Abetz, qui est de dire il y a trois puissances en France, la banque, les communistes et la NRF. Voilà. Alors l'NRF, qu'est-ce que c'est? La Nouvelle Revue Française. Voilà. Merci. Et donc la Nouvelle Revue Française, c'est en gros la revue la plus prestigieuse, la revue littéraire la plus prestigieuse, qui avant-guerre est dirigée par un monsieur qui s'appelle Jean Paulhan, et qui va avoir un rôle absolument capital dans l'histoire des intellectuels français pendant cette période-là, parce que lui va céder sa place à Drieux-La Rochelle,
Donc Drieux Larochelle est écrivain collaborationniste. Collaborationniste, mais patron de cette très prestigieuse... Pollan va rester là. Pollan va rester chez Gallimard, mais va être une sorte de plaque tournante pour la Résistance, parce qu'il est très Alors, il y a clair. des scènes incroyables où, au même endroit, donc rue Sébastien Bottin, n'est-ce pas? Oui. Il y avait des bureaux où on parlait d'organiser la Résistance et des bureaux où on parlait d'organiser la collaboration. Oui, et puis il y a ce très joli livre de Dominique Horry, dans ses mémoires, quand elle dit, moi les seules fois où j'ai vu Drieux Larochelle, c'était quand il sortait du bureau, quand je sortais du bureau de Pollan, il était sur le palier à côté. Exactement. Ça plaisait beaucoup à Pollan, qui était un peu pervers sur les bords, qui aimait bien cette ambiguïté-là. Bon, mais en même temps, il y a des ambiguïtés, certes, de Pollan, mais il y a aussi une très grande clarté par rapport à l'aide qu'il va apporter à la résistance intellectuelle. Lui, c'était un résistant. Mais il a admis que Drieux Larochelle prenne la direction de sa propre revue. Et il n'est pas parti dans le maquis. C'était quand même la condition de la réouverture des éditions Gallimard. Les éditions Gallimard sont fermées. Oui, il aurait pu se draper dans... Après tout, certains, peu nombreux, ont refusé d'écrire. Style Guéhenno, etc., se sont retranchés. Bon, ça leur a été facile. Guéhenno, par exemple, était professeur en secondaire, mais il a été sanctionné quand même, Guéhenno. Donc quelques-uns se sont enfermés dans leur tour d'ivoire. Bon, Pollan a considéré que non, c'était trop, malgré tout. Et il va être un formidable passeur de textes, Pollan, parce qu'il connaît tout le monde. Pollan, Audiberti disait très joliment, vous êtes le contrôleur général des lettres. Et donc tout le monde connaissait Jean Pollan, parce qu'il y avait ces fameux mercredis de la NRF. Et donc il va vraiment il va alimenter les éditions de minuit, mais aussi des revues de contrebande, c'est-à-dire des revues qui sont légales, mais qui sont des revues critiques. Et puis il va avoir ce rôle d'animateur des lettres françaises sous l'oppression, qui va être tout à fait essentiel. Il jouera également un rôle très important à la Libération, parce qu'il va calmer. Je reviens un peu en arrière. Quels sont les courants esthétiques ou littéraires qui ont fait que ces écrivains-là ont été fascinés par le nazisme ou par le totalitarisme? Il y a certains écrivains qui... Quel rapport ça avec le romantisme ou avec autre chose? Je ne sais pas si on peut être aussi théorique que ça, mais qui participent d'une culture conservatrice, très auto-centrée sur les valeurs traditionnelles, enfin, avec des petits éléments de modernité. Chardonne, c'est un peu ça. Bonnard, c'est un petit peu ça, quoi. Et puis, il y a paradoxalement des non-conformistes qui veulent secouer le cocotier, style Drieux Larochelle quand même, qui ont en permanence une sorte de procès avec le monde qui les entoure, et qui aiment bien être au centre de tout. C'est un peu Ramon Fernandez aussi, et être à la NRF, c'est au centre de tout, avec une petite position de retrait. Je crois que ça les a portés quand même à ça. Il ne faut pas négliger la dimension purement opportuniste. Ce sont des gens qui ont besoin d'être... L'intérêt, l'intérêt pas au sens trivial, mais en tous les cas l'intérêt d'être au centre. Par exemple, de rester à la NRF. Là où ça se passe. Là où ça se passe. Et ça se passe à Paris, ça se passe à la NRF, etc. Et peut-être que demain, ça va se passer à Berlin. Car il ne faut quand même pas oublier qu'on est en 41, pas en 42. L'Allemagne gagne toutes les batailles. Oui. Oui. Bien sûr. Alors, est-ce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'influence sur l'opinion française? Drieux, je pense que la personne... L'opinion intellectuelle ou l'opinion au sens large? Drieux a une vraie importance, parce que c'est le collaborateur, c'est Combel qui dira ça dans un numéro de Lucien Combel, c'est le patron de Révolution Nationale, et qui lui-même est un jeune collaborateur, et qui a été un secrétaire d'André Gide. Mais qui donc, à l'époque, est un jeune homme, et d'ailleurs qui lui dira très clairement que ça représentait, enfin la collaboration, c'était aussi des places, ça a été un formidable accélérateur de carrière aussi à un moment donné. Oui, parce que, comme pardonnez-moi, pour le cinéma aussi, il y a un appel par le vide, puisque les juifs, les résistants, les pro-américains sont partis. Il y a des places à prendre aussi. Et donc il va y avoir, et Drieux est quelqu'un qui a différentes casquettes d'une certaine façon. Il est à la fois, il publie des essais, des romans, il dirige la NRF, il écrit des éditoriaux politiques, et il est quand même quelqu'un qui est beaucoup plus lisible d'une certaine façon pour une opinion collaborationniste modérée, si tant est que c'est encore un sens, que quelqu'un comme Brasillac, qui est dans une prose d'abord à la fois beaucoup plus... Lui est très militant. Ah oui, lui est dans une rigide, prose. Enfin, moi, j'ai toujours... Est-ce qu'il y a des gens qui lisaient tous ces livres, et beaucoup, et qui lisaient les articles? Dans les classes moyennes, on lit leurs livres, on lit les périodiques auxquels ils collaborent, c'est le cas de le dire. Je suis partout est quand même un hebdomadaire entre guillemets bien fait. Et puis avant-guerre, il y avait des hebdomadaires... Mais ça tirait à combien, par exemple? Je suis partout. L'ordre de grandeur? C'est 150 000 à peu près par là. Oui, donc c'est pas du tout négligeable. C'est quand même pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. Et puis il se crée de nouveaux hebdomadaires comme La Gerbe, et puis qui occupent le terrain parce qu'il n'y a plus d'autres voies. Certains hebdomadaires qui étaient assez lus comme Candide et Gringoire sont réfugiés en zone sud. Donc il faut être à Paris, près du soleil quand même. Et Radio Paris, on a cité Radio Paris, on entend la voix d'André Frignot, etc. dans le film. Radio Paris a le quasi-monopole de l'écoute, et là de l'écoute populaire
Tout ça, ça compte. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en fait très minoritaires, pour quantité de raisons, dans leurs différents milieux et pour la grande population, mais ils ont un monopole. Mais ils ont eu une revanche sur leur situation d'avant la guerre? Pas tous, parce que Drieux-La Rochelle s'en sortait bien, Ramon Fernandez s'en sortait bien, et certains ont une revanche, oui. Mais avec quand même, enfin bon, il y a ces pages terribles du journal de Drieux quand il arrive à la NRF. Il a toujours été considéré, enfin avec une lutte avec parce qu'il voit toujours Aragon, mais parce qu'il est aussi dans une stratégie. C'est pas un persécuté, il faut pas non, c'est très clair. Mais c'est vrai qu'il n'est pas totalement accompli, mais parce que c'est aussi un éternel insatisfait. C'est quelqu'un qui... Alors, question sulfureuse, est-ce que les écrivains qui étaient du côté de la collaboration étaient des meilleurs écrivains, en moyenne, que ceux qui étaient de l'autre côté? Bon, écoutez, on ne peut pas dire que Malraux, qui n'est pas tout à fait un résistant au départ, mais qui n'est évidemment pas un collabo, était inférieur à Drieux, par exemple. René Char. Aragon, René Char. Moi, je vous pose la question. Oui, voilà, non, c'est comme ça. Je sais parce qu'il y aura à un moment donné un texte très méchant de Jean-Paul Sartre à la Libération sur le silence de la mer, comparant le silence de la mer à une banane, ce qui est sympathique, et en disant, somme toute... C'est bon, les bananes. Oui, c'est bon, mais c'est bien quand c'est consommé sur place et puis au moment. Comme le jazz. Ça vieillit mal. Pour le jazz aussi. Oui. Et donc, il y aura... Alors, c'est vrai qu'on dira de la résistance, mais ça fera partie du discours des épurés à la Libération. On va y venir, Oui. Voilà, on dira de la résistance, finalement, c'était pas le parti de l'intelligence René Char, je sais pas, pour moi, des grands noms, Jean Cassou, Pascal a cité Aragon. Jacques Decour, qui n'est plus qu'un nom de lycée aujourd'hui. Jacques Decour est un jeune écrivain d'une trentaine d'années, on le voit dans le film, en photographie. Jean Paulhan, il faut dire que c'est après la guerre, c'est plus facile, dit, c'est un des plus remarquables romanciers que j'ai jamais connu. C'est Paulhan qui le dit. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Decour, alors? Eh bien, il s'est engagé dans la résistance via les lettres françaises et il a payé ça de sa vie, quoi. Et puis, ça a été avec Solomon et Politzer, des intellectuels communistes qui n'ont pas accepté la ligne, parce que Decour était un germaniste, et ils n'ont pas du tout accepté la ligne du parti jusqu'en 41, c'est-à-dire jusqu'en juin 41, l'attaque, le plan Barbarossa et l'invasion par l'Allemagne nazie de l'Union soviétique, et dans le cadre de l'Université libre en particulier, puis des lettres françaises, puis entre-temps de la pensée libre, ils ont tout de suite monté, enfin ça a été le noyau de la résistance intellectuelle, et donc je pense que c'est des gens, effectivement, Paulhan a toujours dit que l'œuvre littéraire de Jacques Decour, qui a été en gros fusillé trop tôt, était une œuvre effectivement trop tôt, importante. Oui, mais... En général, oui. Disons-le. On continue. Voilà, et donc il y a eu... donc c'est pour ça que ne pas associer la résistance avec le parti de l'intelligence, enfin je trouve que c'est des choses faciles, parce que... Et ce sera une stratégie de dévalorisation des intellectuels résistants à la Libération. Oui, c'est aussi une stratégie en effet des vaincus politiques de la Libération. On peut citer des noms, hein, Jacques Laurent, Michel Déon, etc. Les futurs Roger Nimier, les futurs hussards. Nimier aussi, il était pendant la guerre. Non, mais je veux dire, pas engagé pendant la guerre. Non, limite, mais non, il était trop jeune. Mais ces futurs hussards vont avoir comme seule solution de dire nous étions du côté de la légèreté, du désengagement face à Sartre, etc. Or, quand ils avaient la possibilité, ils ont été engagés. Certains que je viens de citer étaient secrétaires de Maurras ou proches de la... Bien, Déon était déjà dans les équipes de l'Action française. Jacques Laurent avait un rôle à Vichy, dans l'administration de Vichy. Donc, c'est leur problème, mais je veux dire, on ne peut pas dire je suis dégagé et je choisis la littérature dégagée. C'est une posture qu'ils ont choisie après la guerre. Oui, c'est une stratégie presque inconsciente, c'est-à-dire qu'ils étaient des vaincus de l'histoire, il fallait bien qu'ils se réfugient dans une autre posture. Hors de l'histoire. Oui, et contre les agrégés, les faiseurs de thèse, etc. C'est-à-dire les grosses têtes, les ennuyeux, les agrégés normaliens, donc Jean-Paul Sartre et compagnie. Je sens que vous vouliez dire quelque chose. Non, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps cette notion anti-intellectualiste. Et puis moi, ce que je trouve toujours assez étonnant dans l'engagement résistant des intellectuels, c'est que finalement, ce sont les gens les moins préparés à ce type d'action qui vont être aussi incroyablement inventifs, parce que il fallait oser imaginer une maison d'édition clandestine quand Jean Brulaire, Divercorps et Pierre de Lescure lancent les éditions de Minuit en 1942, qui existent toujours. Bon, enfin, je trouve que ça fait partie, si c'est pas ça le parti de l'intelligence, c'est à désespérer. Et je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça, c'est-à-dire effectivement comparer texte contre texte, et que quand même les grands textes de la guerre, je veux dire L'étranger d'Albert Camus, ou même les Lettres et le néant de Sartre, qui ont quand même conformé notre modernité, viennent plutôt de la part de gens qui ont appartenu à la résistance, pour ne rien dire d'Emmanuel Bove. Alors c'est pas parce que ce sont des auteurs méconnus ou pas suffisamment connus qu'on ne doit pas leur rendre hommage. La qualité littéraire, bien sûr, même de Brasillac, certainement de Drieux, et a fortiori de Céline, parce qu'il n'y a aucune raison d'associer la qualité littéraire et la qualité que chacun jugera d'engagement. On va venir à ça aussi. Quel rapport ils avaient avec Vichy?
Vichy les utilisait ou autant ils s'en méfiaient? Non, ils en Il les ont- trouvait trop extrêmes, non? Non, non, et puis surtout trop ordre moral. Donc il y a des... Trop Vichy était trop ordre moral pour eux. Pour eux, bien sûr. Et notamment, il y avait notamment Céline, parce que Céline a été censurée par Vichy. Donc il est fou de rage. Mais il y a un côté ordre moral que représente Vichy. Ils sont beaucoup plus extrêmes dans la voie politique de la collaboration. Et on le voit bien dans le film quand Chardonne, tout content, le 8 décembre 41, qui encore une fois, il a raté une occasion de s'abstenir, va voir Pétain en lui disant « Mais allez-y, allez-y, il faut collaborer davantage. On se dit, c'est quand même stupéfiant. Les États-Unis vont rentrer en guerre. Enfin, il y a eu l'attaque de Pearl Harbor, et il y a une vision comme ça internationale, alors que ces écrivains se targuent d'avoir une vision européenne, il n'y a absolument pas la vision internationale qui sera portée par quelqu'un comme le général de Gaulle. Quand vous regardez les écrivains qui sont clairement vichistes, ces noms aujourd'hui sont recouverts peut-être à tort de poussière. René Benjamin, Henri Pourrat, etc. Ce sont eux qui choisissent vraiment Vichy. Drieux-La Rochelle, malgré tout, ça a une autre stature. Alors il faut préciser que la règle quand même est plutôt l'attentisme ou la collaboration dans tous les milieux culturels, parce que le voyage qu'on a vu, il vaut pour les peintres et sculpteurs, ou pour les comédiens. Quelques semaines après, Vlaminck, Derain, Belmondo père, Landowski père, Van Dongen vont également en Allemagne. Et à peu près à la même époque, il y a le cinéma aussi. Daniel Darieux, si on peut se permettre de très célébré, Suzy Delair, Albert Préjean, qui ont des contrats avec la Continentale et qui avant-guerre travaillaient déjà avec le cinéma allemand, et des gens très bien travaillent avec le cinéma allemand. J'ai une grande admiration pour Grémillon, il travaille avec le cinéma allemand avant-guerre. Eh bien, ils sont sous contrat, ils vont en Allemagne, ils sont photographiés, ils sont filmés et ils accordent des interviews. Eh oui. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent quand ça commence à sentir le roussi, au moment du débarquement ou quand on s'achemine vers la libération? Qu'est-ce qu'ils font alors? C'est clair. Drieux, il y a 3 tentatives de suicide à partir d'août 44. Et donc, il y aura... bon, et ça, je pense que c'est quelqu'un qui a eu... Alors, c'est aussi pour ça que la question Drieux, à mon sens, est aussi importante, parce que lui a tiré les conséquences. Mais en même temps en ayant une stratégie judiciaire très très particulière, puisqu'il aurait dû être jugé par les tribunaux, mis en place par la résistance, et qu'il choisit de ne pas l'être. Brasillac, le livre récent d'Alice Kaplan qui a fait beaucoup de bruit, Brasillac sera fusillé le 6 février 45. Alors Chardonne, ça se passe plutôt bien, parce qu'il a, d'ailleurs c'est dit dans le film, je crois, quelques mois de prison, mais ensuite non-lieu. Jouandeau, il est total protégé par Paulan. Donc il sera un peu inquiété, il est terrorisé, je crois qu'il est interrogé au quai des Orfèvres avec Monterland. Je supporte très mal parce qu'il fait froid. Mais donc il n'y a pas de souci. Pour être honnête quand même, la plupart de ses carrières sont fortement compromises, ralenties, certaines sont brisées. Fregnault, c'est très clair, oui. Donc, en général, ça secoue, ça les secoue quand même beaucoup. Jouandeau s'en sort assez bien. Mais c'est plutôt une exception. Moi je considère quand même qu'ils ont plutôt été Ils ont payé. Non, et puis ils ont payé. Honnêtement, franchement, entre nous, est-ce que vous trouvez que ce sont des gens respectables? Qu'est-ce que ça veut dire respectable? Si on va leur serrer la main et les inviter à prendre un café spontanément, peut-être pas. Mais cela dit, ce peuvent être de grands écrivains, ça c'est un premier point. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas forcément de grands caractères, peut-être qu'ils ont flanché au bon moment, et puis ce sont peut-être d'infâmes crapules. Entre parenthèses, on pourrait se poser la question de certains qui se sont engagés à d'autres moments, parce que Aragon, je suis désolé, j'ai naguère beaucoup travaillé sur Nizan, et bien Nizan a été assassiné moralement par Aragon, il faut le dire aussi. Donc, après tout, ces mœurs sont assez répandues. Non, moi, je ne sais pas, je ne répondrai pas à cette question, parce que je pense que faire de l'histoire, c'est pas forcément faire de la morale. Je vous fais sortir un instant. Oui, mais je pense que c'est compliqué. Enfin, quelqu'un comme Drieux-La Rochelle, c'est extrêmement compliqué. C'est quand même un homme qui choisit de se donner la mort en considérant, qui tire le bilan. La responsabilité, c'est ça. C'est-à-dire que le problème qui se pose au moment du procès Brasillac, c'est que Brasillac a le courage... Une question toute simpliste que je voulais vous poser. Est-ce que vous auriez voté pour la mort de Brasillac? Pardonnez-moi, j'avais déjà répondu dans un journal il y a bien longtemps, oui, mais pour des raisons de principe, tout en étant a priori hostile à la peine de mort, ce qui est un peu schizophrène. Mais ça veut dire quoi? Il faut quand même savoir ce que c'est qu'écrire des mots sur un papier et les voir publiés à 150 000 exemplaires. Ou bien, ça n'a aucun sens. Mais alors, à ce moment-là, pourquoi écrit-on? Et puis surtout, pourquoi se pavane-t-on ensuite? Ou bien, quand la responsabilité de ces mots vous revient au visage sous la forme de balles de plomb, il faut assumer. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La responsabilité de l'écrivain, dans un pays comme la France, c'est pas vrai pour tous les pays, est considérable. Je trouve que c'est un honneur
de risquer le peloton d'exécution. Et il faut assumer. À ce moment-là, on y réfléchit à deux fois. Le risque de l'exécution rehausse l'écrivain. Mais plus généralement, est-ce que l'écrivain est une sorte d'autiste qui déblatère dans le désert, ou est-ce que ces mots ont un sens? Vous savez, il y a des gens qui disent la littérature a tous les droits. Non, ça c'est un raisonnement de race de seigneur, en effet. D'accord, chacun. Non. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Vous n'avez pas l'air d'accord, hein? Non, je sais pas, là encore. Moi, je pense que on est tranquillement installé 50 ans après, on porte des jugements. Non, je pense que... Si vous étiez dans ce cas-là. Que la chose que Brasillac, enfin la façon dont... D'abord, Brasillac a été d'une incroyable dignité pendant son procès. La façon dont il est mort a été aussi très digne. Et qu'il a quand même gagné une entrée dans la postérité. Je ne suis pas sûre que Brasillac serait aujourd'hui Brasillac s'il n'avait pas été condamné à mort. S'il n'avait pas fait face avec un certain courage. De cette façon-là, et puis si le général de Gaulle avait refusé de le gracier. Voilà, moi ce qui me gêne chez Brasillac, c'est à la limite la demande de grâce qu'il fait, parce que je pense qu'à partir du moment où il était à ce point anti-républicain, il fallait avoir la... Enfin ça c'est un problème de cohérence, il a aussi bien expliqué pourquoi, son père était mort à la guerre, il y avait sa mère, et donc il a décidé de faire cette demande de grâce. Voilà. Pardonnez-moi, il y a un contre-exemple, c'est Rebattet. Rebattet est allé beaucoup plus loin que Brasillac. C'est un collaborateur, dans tous les sens du mot, de Je suis partout. C'est un brillant écrivain. Oui, très et brillant. lui a flanché. Il a vraiment cherché absolument à échapper à la mort. Et il a supplié qu'on le gracie. Il a été gracié, moyennant quoi beaucoup plus tard, il a craché sur Henri Janson qui l'avait sauvé. Mais ça, c'est humain. Mais il le paye cher quand même, Rebattet, parce que quand il sort les deux étendards en 52... Qui est un grand roman. Qui est un très grand roman. Qui est un grand roman. Et puis qui est surtout la grande rentrée des collabos, puisque c'est à la fois Céline est republiée chez Gallimard au même moment. Et donc Pollan essaye vraiment de les refaire sortir justement de ce que disait Pascal Horry, du purgatoire dans lequel les a mis l'épuration. Et il faut vraiment considérer que l'épuration a sanctionné et a lourdement sanctionné un certain nombre de gens, dont les écrivains. Rebattet, ça va, il passe pas. C'est-à-dire qu'il ne retrouve pas l'aura qui était la sienne. Son talent aurait pu lui mériter. Et là, et quand il va republier les Mémoires d'un fasciste et les décombres qui ont été le grand best-seller de l'épuration, puisqu'il fait 100 000 exemplaires avec les décombres quand il le publie, il va faire cette chose que je trouve absolument stupéfiante pour un écrivain. Il va corriger cet exemplaire. C'est-à-dire que dans les décombres, la version initiale des décombres, la ponctuation chez Rebattet, c'est le mot youtre. C'est un choix, c'est pas forcément le mien, mais bon. Et ensuite, là, la deuxième édition va mettre des virgules. Oui, et il supprime les allusions méchantes à Mauriac. Enfin, voilà, il y a une réécriture. C'est plein de petites lâchetés, pour être clair. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est la réécriture du passé. Parce que réécrire un livre qui a été un livre aussi politique et aussi emblématique des années de l'occupation, c'est réécrire son passé. On arrive à la fin. Mais je signale simplement qu'à l'heure actuelle, c'est la veuve de Céline qui s'oppose à la réédition des 3 pamphlets antisémites de Céline. De Céline. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en tirez comme idée? C'est-à-dire qu'on pourrait les publier, mais c'est paradoxalement la veuve aujourd'hui qui s'y oppose. C'est assez intéressant. Elle a intériorisé la honte. Image, quoi. Hein? Oui, ce qui est un peu absurde. Bon, Anne-Sylve Bonin, Pascal Horry, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je vais citer quelques livres pour terminer l'émission. Vos livres, d'abord. Anne-Sylve Bonin, alors vous avez fait c'était votre thèse, c'est ça? Oui. Les éditions de Minuit, 1942-1955, Le devoir d'insoumission. Donc c'est l'histoire de cette maison fondée par Vercors et qui existe toujours aujourd'hui. Et par Pierre de Lescure. Et Pierre de Lescure. Voilà, on cite toujours Vercors. Oui, important. Et qui a publié beaucoup d'auteurs d'avant-garde connus, etc. Et puis Pascal Horry, La France allemande. Ça c'est Folio Histoire. Donc c'est un ouvrage de référence. Ensuite, vous avez fait des contributions à un ouvrage collectif qui s'appelle Les écrivains face à l'histoire, sous la direction d'Antoine Debec. Donc vous avez fait des contributions sur les écrivains, j'imagine, pendant l'occupation. Et puis un livre qui s'appelle Les collaborateurs. Voilà. N'hésitez pas à compléter mon information. Ensuite, d'autres auteurs. Alexandra Léniel, Lavastine, Sioran, Eliade Ionesco, L'oubli du fascisme. Donc ça, c'est sur des grands intellectuels très romains, intéressant, très intéressant. Qui avaient été du mauvais côté, quoi. Et puis, François Dufay, alors là, ça correspond au film qu'on vient de voir, Le voyage d'automne, donc le voyage de ces écrivains en Allemagne en 1941. Voilà, les repères de l'histoire sont terminés. Merci beaucoup. Merci. Et puis, donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.
dans un court instant. Un court